Arman Tsarukyan est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à déclarer forfait le week-end dernier, Song Yadong qui dévoile ses plans pour 2025, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le mardi 21 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et on commence avec Arman Tsarukyan qui est revenu sur les raisons qui l'ont fait déclarer forfait pour son main event samedi dernier. C'est une blessure dans le bas du dos. Et il faut savoir que durant toute sa préparation, il n'avait pas du tout été gêné. Il parle d'une légère blessure à la nuque, mais qui d'après lui n'a aucun lien, aucune relation avec cette grosse blessure. Et puis il l'ajoute, hein, pendant les camps d'entraînement, on est toujours blessé, on ne monte jamais à 100% dans l'octogone, mais là c'était vraiment trop, et je n'avais d'autre choix que d'abandonner. Cette douleur, elle est apparue la veille de la conférence de presse, donc dans la nuit du mercredi au jeudi. Il s'est dit que ça allait passer, la conférence de presse a lieu, il commence à couper le poids, il monte sur un vélo, et là il reste totalement bloqué sur le vélo, bloqué du dos, la douleur venait du bas du dos. Ils ont donc appelé le médecin de l'UFC qui est venu, qui l'a ausculté, qui lui a donné un traitement, et qui avait l'air assez confiant en lui disant que le lendemain, il ne devrait plus rien sentir. Sauf que malheureusement, il se réveille dans la nuit du jeudi au vendredi, il devait se peser le vendredi, il se réveille très tôt, et à 2h30 du matin, il est complètement bloqué dans son lit, il ne peut rien faire. Il va attendre jusqu'à 5h30 pour contacter l'UFC et leur dire que là, malheureusement, c'est trop pour lui. Il ne pourra pas combattre. Depuis, il y a eu des examens de fait. Ça vient du nerf sciatique. Il travaille déjà là-dessus avec des médecins pour se remettre au plus vite. Il sent qu'il y a une légère amélioration, mais c'est encore trop tôt pour donner une date de retour. On lui a fait remarquer, hein, que Dana White avait l'air très énervé en conférence de presse. Il a ressenti la même chose que nous. Il pense que c'est dû au fait que le médecin et lui ont dû communiquer et que le médecin a dû lui dire qu'il ne comprenait pas pourquoi il se retirait du combat, alors que quand il l'a vu la veille, la blessure n'avait pas l'air si grave que ça. Et Dana White a déclaré qu'il n'aurait pas tout de suite sa chance pour le titre, il va devoir recombattre. Il est d'accord avec ça, il fera ce que lui demande l'UFC. Il ne sait pas quand encore, hein, il pourra remonter dans l'octogone. Il parle du mois d'avril ou du mois de mai. Idéalement, il aimerait affronter Charles Oliveira sur 5 rounds. Si ça ne se fait pas contre le Brésilien, il a Michael Chandler dans le viseur, surtout parce que Chandler, d'après lui, lui apporterait une grosse notoriété. Et si l'UFC veut qu'il affronte les deux, il affrontera les deux. Et puis lui, il pense que Islam va mettre 6 mois à revenir. Donc il a un petit peu de temps devant lui s'il se remet assez rapidement pour au moins refaire un combat avant le retour de Makhachev. Mais là, il se projette un peu, il faut déjà qu'il se remette et espérons qu'il puisse revenir, bien sûr, à 100%. Bon, cette blessure, forcément, elle a chamboulé toute la carte principale, et c'est Renato Moicano qui s'est retrouvé propulsé tout en haut de l'affiche. Lui aussi est revenu un peu sur cette soirée, ces quelques jours très particuliers. Alors lui, c'est simple, dans la nuit du jeudi au vendredi, il se couche, le vendredi, il devait aller se peser. L'UFC le contacte à minuit et lui demande s'il peut faire 155 pounds. Je rappelle que quand tu ne combats pas pour la ceinture, tu peux te présenter à 156 pounds. Mais si la ceinture est en jeu, c'est 155. Au début, il hésite un peu, il demande s'il y a un problème. On lui dit non, non, il n'y a pas de problème, mais Arman Tsarukyan et Islam Makhachev sont un peu lourds. Alors au cas où, on voudrait que tu sois prêt à le faire et on va te payer pour ça, t'inquiète pas. Donc il accepte. Et dès le lendemain matin, à 6h, son coach vient le voir et lui dit c'est bon, c'est pour toi, Tsarukyan est blessé, c'est toi qui vas combattre pour le titre. Et il est aussi revenu sur le combat en lui-même, hein, soumission au premier round, forcément c'est un peu dur. Il explique, et ce n'est pas une excuse, hein, il donne du détail. D'après lui, il s'était préparé pour striker avec Benel Dariush, déjà parce que Dariush était sur 2 KO de suite, donc son menton était sûrement un peu friable, et aussi parce que Dariush n'est pas facile à amener au sol, et encore moins à maintenir. Donc il s'était préparé à un combat qui allait plutôt se passer debout, et même dans le grappling, dans la lutte, Makhachev et Dariush sont très différents. D'après lui, Dariush est plutôt le genre de combattant qui vient au clinch et ensuite t'amène au sol, alors que Makhachev lui a envoyé un takedown et il le dit c'était un très beau takedown. Il s'est retrouvé au sol. Au sol, il n'avait pas l'impression d'être en danger, mais il voulait se relever pour mettre des dégâts debout et ne pas perdre le round. Et d'après lui, Islam l'a très bien joué, puisqu'il lui a laissé croire qu'il pouvait se relever, et au moment où il s'est relevé, il lui a chopé la nuque. Il dit, je pense que tout ça a été préparé de son côté, et c'est très bien vu. Avec le recul, il pense qu'il aurait peut-être dû passer tout le round au sol, quitte à subir et à perdre le round, mais pas prendre le risque de se relever. Mais forcément, comme il le dit, c'est plus facile à dire aujourd'hui.
Sinon, pour la suite de sa carrière, il y croit toujours, il veut devenir champion, il ne sait pas s'il y arrivera, il veut revenir vite. Il cite Paddy Pimblett, qu'il a un petit peu cherché sur les réseaux sociaux, on y reviendra plus tard, et s'il devait affronter l'anglais, il est convaincu qu'il pourrait le terminer au premier round. Forcément, le troisième homme à avoir été impacté, c'est Benel Dariush, qui lui aussi est revenu sur ses dernières 24 heures hein, avant le combat. Alors lui, il s'était réveillé à 3 heures du matin le vendredi pour finir de couper le poids, et son manager lui demande s'il peut faire 155 pounds. Il répond que bien sûr, et donc quand il va à la pesée, il a dans l'idée de combattre pour le titre, sauf qu'une fois qu'il s'est pesé à 155 pounds, son manager vient le voir dans sa chambre d'hôtel, il lui dit malheureusement, ils ont choisi Moïcano, mais ne t'inquiète pas, tu auras ton argent, tu vas toucher tout ce que l'UFC te doit, et en plus, ils vont prendre soin de toi, tu auras un beau combat pour la suite. L'interview, c'était hier, et il expliquait que voilà, l'UFC lui a dit, nous, on va se réunir lundi ou mardi pour parler de ton futur, et tout de suite après, on va te recontacter. Donc là, il attend de leurs nouvelles, il espère revenir au mois de mars ou au mois d'avril. On lui a demandé, pourquoi pas tout de suite, tu sors d'un camp, t'es frais. Il répond qu'il a quand même perdu le poids, il a dû se peser, et que s'il retournait tout de suite entamer un camp d'entraînement, il risquait beaucoup de se blesser. Il faut qu'il reprenne un peu de poids, il faut qu'il reprenne un peu de muscle, et ensuite, il sera prêt à réattaquer un cycle d'entraînement. Benel Dariush, lui, il veut un gros nom. On va en reparler dans la minute auditeur parce qu'il y a une question là-dessus. Moi, j'ai l'impression que l'UFC va lui offrir le gros nom qu'il veut. Peut-être pas celui qu'il veut, mais au moins un gros nom. Et déjà, il a touché son argent. C'est une très bonne chose, bien sûr. Mais je pense que ça a dû être quelques heures assez compliquées pour lui. Et on sort un peu de cette UFC 311 avant d'y retourner plus tard avec Song Yadong qui sera main event de l'UFC Seattle face à Henry Cerudo. C'est lui hein, qui avait demandé à affronter Cerudo il y a quelques temps déjà. On lui a demandé tout simplement pourquoi. La raison, elle est assez simple. Cerudo, c'est un ancien champion olympique aussi, et surtout, c'est quelqu'un qui est devant lui au classement. Donc, dans sa volonté de continuer de grimper les échelons jusqu'à la ceinture, ça faisait énormément de sens. Il pense que Cerudo n'aurait pas dû prendre sa retraite à l'époque parce qu'il était encore très bien, mais que c'est aussi une erreur d'être revenu aujourd'hui, qu'il aurait dû du coup rester à la retraite. Il pense que dans leur combat, Cerudo va réussir à l'amener au sol, mais que par contre, il ne va pas réussir à l'y maintenir, et il pense même pouvoir terminer le combat assez rapidement dans les premiers rounds, ou sinon, s'il ne réussit pas dans le premier et le deuxième, ça va très certainement aller à la décision d'après lui, et il ne fait aucun doute dans son esprit qu'il réussira à s'y imposer. En 2025, il a pour objectif d'affronter un top 5 et de rentrer par conséquent dans le top 5 pour être tout proche de la ceinture en 2026. Et sinon, il aimerait aussi faire une revanche contre Marlon Vera. Leur combat date, si je ne dis pas de bêtises, de 2020. Ça avait été un combat de la soirée à l'époque. Ça avait eu lieu en poids plume. Je crois qu'un des deux avait loupé le poids. Ou c'était pendant le Covid, hein, donc tout était encore assez flou. Il avait remporté ce combat, mais voilà, Vera, c'est quelqu'un qui a une grosse notoriété, qui est toujours assez bien placé. Donc je peux comprendre aussi sa logique là-dedans. Michael Chandler, lui, retourne un peu à l'UFC 311, là, vous allez comprendre, et il est déjà en train de se positionner pour affronter Tsarukyan, alors peut-être qu'on pourrait avoir ce combat. Il a commencé par tweeter « Charles contre Islam doit être le prochain combat, ce sont des professionnels ». Et puis ensuite, il tweet Tu ne te montres pas, tu ne peux donc pas avoir ta chance », donc c'est en référence à Arman Tsarukyan, bats-moi si tu peux. Et puis il tweet Arman dedans, et Tsarukyan lui dit « Je ne suis pas contre ça, mais combattre quelqu'un qui t'a déjà battu 2 fois, ça semble un peu plus attirant. » Il fait forcément référence à Charles Oliveira. Et Dustin Poirier a aussi répondu à ce tweet de Michael Chandler en lui disant Shut up, donc tais-toi. Est-ce qu'on pourrait avoir un combat? Moi, je préfère voir Poirier contre Chandler et Tsarukyan contre Oliveira que de voir un Tsarukyan Chandler. Franchement, je donne pas grand chance à Chandler dans ce combat-là. Et puisque je vous parle de Dustin Poirier, d'après certains journalistes assez sérieux, il semblerait que le dernier combat de sa carrière ait lieu à l'UFC 314 à Miami, en Floride. Donc, hein, je rappelle qu'il fait tous ses camps d'entraînement en Floride. On ne connaît pas encore l'adversaire, mais il devrait être annoncé dans les prochaines semaines. Toujours dans cette UFC 311, lorsque Tsarukyan a été blessé, on a Diego Lopez. Alors je ne sais pas si c'était une blague, mais en tout cas, il a déclaré sur Twitter qu'il avait essayé d'avoir sa chance, essayé d'affronter Makhachev, qu'il n'a qu'une seule vie et que donc il faut y aller à fond et tirer avantage de toutes les opportunités qui se présentent à lui. Moi, je comprends que l'UFC n'ait pas voulu. Lopez, c'est la catégorie du dessous, il aurait grillé la priorité à tout le monde. En plus des combats en short notice, il a déjà donné, hein, on se rappelle contre Evloev, là il est bien placé chez les poids plumes, donc forcément l'UFC risquait de le perdre, peut-être même de se blesser avec la carte au Mexique qui arrive bientôt, forcément ça n'était pas une bonne idée.
Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il dit ça sur le ton de la blague? Je ne sais pas, mais connaissant le personnage, ça ne m'aurait pas étonné. Dans la petite guéguerre Renato Moicano et Paddy Pimblett, on a Moicano qui tweet Paddy Pimblett parle mal de moi, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il va taper, donc je vais le soumettre si on s'affronte. Il n'a jamais pris un combat en short notice dans sa vie, alors imaginez un combat en un seul jour de notice. Et Paddy Pimblett lui répond je ne parle pas mal de toi, Renato, je parle des faits. Tu as tapé après 2 secondes comme une salope, il lui dit. La seule chance que tu as, c'était ta seule chance de devenir champion à l'UFC et tu as abandonné comme une saucisse et je te ferai abandonner comme Islam te l'a fait. Ce combat est-il en train de se construire? Je ne sais pas, mais je pense que ce serait très bon pour les deux. Moïcano, je crois qu'il est un petit peu en avance sur Pimblett dans les classements, mais en réalité, vu le bruit que ferait ce combat, vu le trash talk qu'il y aurait autour, etc., ça pourrait même peut-être être un main event de Fight Night, hein. C'est possible, je ne sais pas, mais c'est un combat, moi je dis pourquoi pas. D'après notre ami Dan Hooker, l'UFC avait pour projet de faire un combat entre Ilia Topuria et Volkanovski à l'UFC 313, au mois de mars donc, mais Ilia Topuria aurait besoin de 6 mois pour faire le poids. Ça me semble énorme, donc le combat n'a pas été fait, n'a pas été signé. Topuria, est-ce qu'il n'avait pas déjà dans un coin de la tête l'idée de monter chez les poids légers? Et donc il avait commencé à se relâcher niveau diète ou tout simplement à se construire pour monter chez les légers. Et l'UFC finalement lui aurait dit qu'il n'était pas partant et du coup il faut refaire le processus inverse. C'est possible. Est-ce que mentalement ça va pas lui faire mal? Je ne sais pas. Mais j'espère qu'il ne s'était pas projeté, qu'il n'avait pas commencé tout un processus de prise de masse pour au final devoir recombattre chez les poids plumes. C'est quelque chose qui pourrait le desservir et surtout lui faire perdre un peu de temps dans sa carrière. Affaire à suivre. Puisque je vous parle de Hooker, je vais vous parler de son partenaire d'entraînement, ou en tout cas la même équipe, Kai Kara France, qui est assez confiant sur le fait qu'il pourrait obtenir un combat pour le titre face à Alexandre Pantoja à Miami, justement, donc au mois d'avril. Pantoja aurait déjà fait savoir qu'il était intéressé. Rien n'est booké d'après lui, mais il semblerait que tout s'aligne et qu'on puisse avoir ce combat. Moi, je misais pas sur Kai Kara France, hein. Il revient d'une victoire, mais avant ça, il avait pris 2 défaites consécutives. Quand tu sais le nombre de combattants qu'il y a dans cette catégorie, c'était pas le premier pour moi dans la liste de ceux qui auraient pu avoir leur combat pour le titre. Maintenant, il fait partie de ceux qui n'ont pas affronté Pantoja, comme Royval, hein, qui l'a déjà affronté 2 fois. Donc il y a aussi un peu de logique. Et puis hier, je vous disais que Dana White avait annoncé le prix des rénovations de l'Apex entre 25 et 30 millions de dollars. Et ben aujourd'hui, on apprend que l'Apex va aussi accueillir, en plus des combats de l'UFC, des combats de boxe anglaise. Je ne sais pas si ça va être sous bannière UFC, ou en tout cas une sorte de ligue qui serait en parallèle de l'UFC, mais en boxe anglaise. On sait que Dana White est très intéressé par ça. Il a rencontré les dirigeants saoudiens pour travailler là-dessus, rien d'officiel encore. Mais j'espère qu'on aura des nouvelles très prochainement. Et puis je voulais terminer cet épisode avant de passer à la minute auditeur en vous parlant d'un ancien combattant de l'Ultimate Fighter, Joe Gianetti. Ça parlera peut-être à certains. Il a été finaliste du TUF. Alors lui, je crois que c'était en 2018 si je dis pas de bêtises. Il avait d'ailleurs scoré la soumission la plus rapide de l'Ultimate Fighter en 17 secondes exactement. Il avait malheureusement perdu en finale et l'UFC avait décidé de ne pas le re-signer. Là, on apprend via un tweet sur les réseaux sociaux qu'il a demandé à participer à la nouvelle saison de l'Ultimate Fighter. Lui avait participé en poids léger la fois dernière. Là, ce serait pour participer en poids welter. En plus, je crois qu'il faisait partie à l'époque de la team Daniel Cormier. Daniel Cormier va de nouveau être coach cette fois-ci. Pourquoi je vous parle de ce gars-là? Parce que c'est le genre de combattant que je respecte beaucoup. Il n'a rien lâché. Il a une carrière amateur de 7 victoires pour 0 défaite. En MMA, il est à 17 victoires. En pro, 17 victoires, 6 défaites et un match nul. Et il a aussi combattu au karaté combat. Il avait remporté ce combat-là. Avant de combattre à l'Ultimate Fighter, il était au Cage Titan. Il en est devenu champion poids léger et poids welter, mais ça c'était une fois qu'il a fait l'Ultimate Fighter. C'est-à-dire que d'abord il a été au Cage Titan, il a participé à l'Ultimate Fighter, l'UFC ne l'a pas gardé suite à sa défaite en finale. Il est donc retourné au Cage Titan, il a pris 2 ceintures, il a aussi combattu au LFA mais il a perdu. Et là il est toujours aux portes de l'UFC, il fait tout ce qu'il peut pour y revenir. Il essaye aussi de développer son activité sur les réseaux sociaux, il fait des vlogs de ses préparations, il fait des vidéos sur les combats, avant les combats, là, avant l'UFC 311, il a fait une sorte de preview, comme on dit. Après l'UFC 311, il a fait une sorte de débrief. C'est vraiment un mec qui bosse, qui essaye de s'en sortir, qui essaye d'être connu sur les réseaux pour attirer les yeux, notamment de l'UFC.
Il continue à combattre, donc une carrière pas facile, hein. Je vous avais parlé de Darrell Elkins il y a quelques mois en vous disant: «Ça doit être intéressant de connaître la vie d'un gars comme ça, comment il s'entraîne, est-ce qu'il doit bosser à côté?» Lui, c'est pareil, hein, Giannetti, j'espère qu'il n'a pas besoin de travailler à côté. Il a pas l'air d'avoir énormément de sponsors non plus. Quand tu vois ses vidéos, tu vois qu'il y a pas énormément de moyens. Donc est-ce qu'il sera de retour à l'UFC un jour? Je ne sais pas. Mais c'est toujours intéressant de voir ces gars-là qui ont été tout proches de signer et finalement ça s'est pas fait, qui retournent un peu plus dans l'anonymat, qui doivent refaire leurs armes dans des ligues inférieures. Lui, il a pris 2 ceintures depuis. Espérons qu'on le revoie un jour, dans la big league. C'était tout pour les actualités aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et tout de suite on passe à votre moment avec la minute auditeur. Et on commence avec Norenz qui me dit: Oumar perd son combat dû à un manque d'expérience. Le combat était trop tôt. Il aurait dû s'économiser sur les premiers rounds, gagner ses rounds à la touche et défendre sa lutte. Quant à Merab, il gagne, mais il n'y a pas de quoi ronfler. Là, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Ok, Oumar s'est écroulé au niveau du cardio, mais Merab, il fait quand même une prestation de dingue, hein. Je l'ai dit hier, ne serait-ce que de réussir à s'adapter après avoir perdu les 2 premiers rounds. Il n'avait pas l'avantage technique debout, il est venu le chercher à la bagarre, à la pression, il est venu le coller, il a pas lâché de takedown, ça marchait pas, on réessaye un takedown, etc. Moi, je pense qu'il faut donner du crédit à Merab pour ça, surtout que l'UFC ne l'avait pas mis dans de superbes conditions pour affronter Oumar, hein. Il apprend ça au mois de décembre pour le mois de janvier, il venait de combattre au mois de septembre, il était blessé. Non, moi, je donne beaucoup de crédit à Merab, et Oumar, je pense qu'il va bien sûr apprendre de ça. Le Braque qui me dit: quel plaisir de voir Jiri casser Hill, mais mon combattant préféré contre celui qui m'insupporte le plus, un pur régal. Je me demande qui mettre face à Jiri pour la suite. Pereira, j'y crois pas, et toi t'en penses quoi? Donc moi je te disais le vainqueur de Hulberg contre Blakovic, ça ferait peut-être beaucoup de sens, mais on a Jim qui nous dit: moi je le verrais bien face à Rantry, histoire de continuer à montrer qu'il peut faire tout ce que Pereira fait, tout ce que Pereira a fait. Oui, je suis d'accord, c'est un combat qui ferait énormément de sens aussi. Je pensais plus à Khalil Rantry, mais Rantry contre Jiri Projaska. Je pense en effet que c'est aussi assez logique. Cool de Shanghai qui me dit: Darius, ce serait bien qu'il affronte Chandler, Fiziev ou Turner. Alors oui, Chandler, c'est un gros nom. Pourquoi pas? Par contre, Fiziev ou Turner, il y a beaucoup de logique autour de ces combats-là aussi, mais lui, je crois qu'il veut vraiment un gros nom. Et au vu de ce qui s'est passé le week-end dernier, je pense que l'UFC va accepter et va lui donner quelqu'un avec un nom un peu plus ronflant. Et tu me dis que tu es assez étonné qu'il relance une nouvelle saison du TUF. Il y avait des rumeurs comme quoi ça serait terminé définitivement vu le manque d'audience. J'ai pas l'impression que ça cartonne le TUF, hein. La saison où il y a eu McGregor contre Chandler, oui, ça a marché parce que c'est McGregor. Maintenant, c'est vrai que le TUF, il y a pas un énorme engouement, autour de ça. Après, peut-être que aussi d'un point de vue, sentimental pour l'UFC, on connaît l'histoire. C'est le TUF qui a sauvé l'UFC à une certaine époque, donc ils ont peut-être du mal à se séparer, de ce côté-là aussi. Christopher Johnson qui me dit: «J'aimerais bien avoir ton ressenti sur le combat de Talbot. Il a perdu à la décision et il n'y avait pas photo. Je ne pense pas qu'il ait gagné un seul round. Par contre, j'avoue qu'il m'a impressionné sur sa défense de lutte qui était, à mon goût, loin d'être dégueulasse pour un striker de son genre. J'ai même trouvé que sa défense de lutte était largement meilleure que celle d'O'Malley. De plus, Talbot n'a jamais eu l'air inquiet ou même stressé malgré la dominance de son adversaire. Et il n'avait pas l'air d'avoir subi de dégâts. Ça lui fait une première défaite au compteur, mais j'ai l'impression qu'il va revenir encore plus fort après ça. Je ne l'adule pas particulièrement, mais je vais le surveiller encore plus près, car je trouve qu'il a de très grandes qualités. C'est possible que je me trompe, qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, c'est vrai, bon, Talbot, il a perdu, j'en ai pas parlé hier, je crois. Moi, ce que j'ai aimé de Talbot, c'est que comme tu le dis, il a pas paniqué. Quand il a eu des phases debout, il était supérieur à son adversaire debout, il en a tiré profit à chaque fois, il a essayé d'être dangereux. Au sol, il a pas paniqué, il a fait quelques belles petites choses. Maintenant, il a été débordé. Talbot, il faut savoir, il fait pas mal de choses à côté du combat, hein. Il fait des shootings photos, il fait de la musique, et cetera. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop dispersé? Est-ce qu'il n'aurait pas besoin de se recentrer sur sa carrière sportive? Je ne sais pas. Peut-être. En tout cas, ce combat, ça peut être un déclic pour lui. Et au vu de son pied-point vraiment qui est bon, hein, qui est très intéressant, s'il venait à ajouter un peu de sol là-dessus, je pense qu'il deviendrait vraiment très dangereux. Et puis on a Dema pardon, qui me dit: «Tu as un petit prono à nous donner pour Pereira Ankalaev?» Bon bah moi je pense, et là ça a fait beaucoup parler, beaucoup d'entre vous sont revenus vers moi, on n'a pas tous la même vision, mais c'est assez intéressant, je m'explique. Moi je pense que si ça se passe debout, je donne l'avantage à Pereira. Maintenant si ça lutte, je vois Ankalaev s'imposer. Ankalaev, ceci dit, il passe beaucoup de temps debout avant d'aller chercher le sol. Il y a qu'à voir ce qu'il avait fait contre Blakovic, où il avait passé 2 rounds, il avait perdu 2 rounds, hein, avant de commencer à lutter et de coincer Blakovic au sol. Beaucoup me disent qu'Ankalaev, en fait, est plutôt un striker qu'un lutteur. Faut voir son combat contre Rakic, il reste debout tout le combat. C'est vrai, je suis d'accord avec vous,
Mais moi, je pense que c'est un très bon lutteur qui se perd un peu dans son striking parfois, parce qu'il a un striking qui est loin d'être mauvais. Mais quand tu vois Blachowicz, il a pas fait quelque chose de magnifique. Et je dis pas qu'Ankalaev va détruire Pereira au sol, mais il peut juste l'amener au sol et le bloquer et faire un combat chiant comme ce qu'il avait fait contre Blachowicz, ou le coller à la cage, gagner les rounds comme ça, égrener le temps. Maintenant, là où je vous rejoins, c'est aussi qu'il peut la jouer à l'ego. Il peut décider de rester debout. Et là, forcément, je donnerai un avantage à Pereira. N'hésitez pas à aller voir les commentaires de la vidéo d'hier. Il y a eu de nombreuses conversations. J'ai pas tout remarqué, tout relevé, pardon, mais j'ai tout lu, j'ai répondu le plus possible. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. On est beaucoup revenu sur l'UFC 311, forcément, sur un peu les conséquences de cette UFC. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une très bonne soirée. Salut.